Who's there? Mm-hmm. Now I have some. Ah, great, fantastic. Well, then, again, I would like to welcome you to this panel titled Ramsay and His Disputed Contributions. My name is Andreas Önnerfors. I'm the chair of this panel, and conveniently I will also present a paper, so no one will be able to stop me. But at least the organizers of conference have provided that I'm placed in between two presentations so that I cannot speak for 2 hours. In any case, we will listen to 3 presentations on Ramsay. The first one will be presented by Aymeric Le Deyoux, l'entourage spirituel de Ramsay en France, du pur amour de Fénelon et Madame Guyon à la Fraternité Universelle, or translated to English, the spiritual company of Ramsay in France, how Fénelon and Guyon's pure love leads to the universal brotherhood concept. Then my own paper on Ramsay, on Ramsay's ideas on world citizenship and cosmopolitanism. And finally, Samuel Marquin, sorry for mispronunciation, who will talk about Les voyages de Cyrus du Chevalier de Ramsay, entre romans spirituels et contes philosophiques, Ramsay's voyages between spiritual fiction and philosophical tale. Aymeric wanted me to present him as an independent scholar. It's good to be independent, of course. I'm not at all independent. As you can see here, this is on display here. I'm an associate professor in the history of sciences and ideas at the University of Gothenburg in Sweden. And Samuel Marquin, he is, as I've been told, a PhD student at the Sorbonne in medical history, is it? Yes, medical history and literature, and French novel. The French 18th and 19th century. Yes. Which is not specifically Masonic. No, it could be, though. We can return to that later. We have 2 hours for the 3 papers, and without further ado, is everybody comfortable? Do you have organized translation for, speakers, for those who are in need of headsets? If not, then take a chance to provide yourself with headsets. Without further ado, I will pass over the word to Aymeric Le Deyoux. Yes, please, you can start. Ok. Alors, le discours de 1736, qui a fait la célébrité maçonnique de Ramsay, commence par un appel bien connu à la philanthropie ou amour de l'humanité en général. Les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent, ni des dignités dont ils sont revêtus. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces anciennes maximes prises dans la nature de l'homme que notre société fut établie. Cette idée d'une fraternité universelle qui tient à la nature de l'homme fait de l'amour le fondement de la politique selon Ramsay. C'est une vieille idée de la tradition moraliste chrétienne, mais chez Ramsay, cette nation spirituelle qu'il appelle de ses voeux s'enracine dans une métaphysique bien peu orthodoxe. Je voudrais en faire apparaître le terreau mystique qu'on ne perçoit plus vraiment lorsqu'on se réfère aujourd'hui à ses discours. L'appel à une fraternité universelle d'hommes choisis est une conséquence nécessaire de la mystique du pur amour qu'il a expérimenté à Cambrai chez l'archevêque Fénelon, puis à Blois, dans la petite communauté de Madame Guyon. En 1710, lorsque Ramsay arrive en France, il va donc chez Fénelon, où il rencontre particulièrement 2 querelles religieuses. La première fait immédiatement écho à son origine écossaise, c'est la querelle de la grâce et de la prédestination. Elle prend corps en France dans les multiples condamnations que le pape demande contre ceux qu'on appelle les jansénistes. C'est la question de l'étendue de la liberté humaine dans le péché et de la manière dont les hommes seront sauvés. Une grâce particulière est-elle réservée à un petit nombre d'élus par une prédestination divine, où tous les hommes peuvent-ils être sauvés? C'est là un thème sur lequel Ramsay ne cessera d'écrire, alors même que le roi de France a interdit d'en parler. Fénelon est farouchement opposé aux jansénistes, et Ramsay commence les anecdotes de sa vie, un récit autobiographique tardif,
en déclarant que sa mère lui a montré de bonne heure le faux de la religion de Calvin et surtout du dogme affreux de la prédestination. Tous deux sont donc d'accord. Mais si Ramsay entre ainsi dans le cercle de Fénelon, avec qui il aura de nombreux entretiens sur la religion, dont il deviendra le secrétaire et d'une certaine façon l'éditeur scientifique après sa mort, c'est avant tout à cause de l'implication plus directe de celui-ci dans une autre querelle, celle de l'amour pur. L'archevêque est en disgrâce parce qu'il a défendu la mystique Jeanne-Marie Guyon, à qui on reproche, dans ses transports mystiques et dans ses écrits, de faire revivre l'hérésie quiétiste de l'espagnol Molinos. Fénelon est donc exilé de la cour dans son évêché de Cambrai et attaqué par Bossuet, le chef de l'Église française, qui a fait condamner par le pape un de ses ouvrages où il cherchait à défendre Madame Guyon. Or, Ramsay est issu du milieu mystique d'Aberdeen, et s'il vient chez Fénelon, après un séjour à Amsterdam chez Pierre Poiret, qui est un peu l'éditeur des mystiques catholiques pour les protestants, c'est justement parce qu'il veut connaître cette doctrine du pur amour. Quelle est-elle ? En résumé, la base de la religion chrétienne, la charité, c'est d'aimer Dieu. Mais Madame Guyon prétend l'aimer sans rien attendre en retour. C'est l'amour pur. Elle n'attend même pas son salut, même pas le bonheur de la vertu. Plus encore, elle s'anéantit totalement dans cet amour, elle se mortifie, cherche à ne plus être elle-même pour laisser toute la place à Dieu. Dans cet état extatique, elle écrit d'ailleurs de jolis poèmes, les torrents, mais elle prétend que c'est Dieu en elle qui les écrit. Elle les découvre en les relisant après coup. Bref, elle est mystique. Pour Bossuet, qui ne l'est pas du tout, c'est inquiétant. Cet amour pur pourrait bien conduire à des excès dangereux et surtout détourner celui qui n'en est pas capable de l'amour de Dieu tout simplement. Tout le monde doit aimer Dieu pareil, il ne peut pas y en avoir qui aiment Dieu mieux que d'autres. À la mort de Fénelon, en 1622, Ramsay se rend logiquement à Blois, dans la communauté cosmopolite de la dite Madame Guyon. Il en devient aussi le secrétaire, car elle échange de nombreuses lettres avec plusieurs destinataires mystiques ou futurs piétistes, tant catholiques que protestants à travers l'Europe. Selon Ramsay, dans la préface des œuvres spirituelles de Fénelon, tous les jours de ce dernier âge de sa vie se passèrent dans la consommation de son amour pour Dieu. Ce n'était pas seulement plénitude, elle en était enivrée. Ses tables, les lambris de sa chambre, tout ce qui lui tombait sous la main lui servait à y écrire les heureuses saillies de son esprit fécond et plein de son unique objet. Ce qu'on a rassemblé de ces vers épars qui lui échappaient, ainsi de l'abondance de son cœur, forme aujourd'hui un recueil qui compose 4 volumes de cantiques spirituels et un autre emblème sur l'amour divin. La scène est sans doute un peu romancée, car dans la vie de Madame Guyon par elle-même, que publie Poiret, d'ailleurs contre l'avis de Ramsay, elle décrit plutôt ces années comme une période de sécheresse, où s'étant totalement déprise d'elle-même, elle souffre chaque jour le tarissement des manifestations divines passées, d'autant plus qu'elle est très malade. Rien ne subsiste en moi, ni bien, ni mal. Le bien étant Dieu, je n'ai pour partage que le rien. Que puis-je dire d'un état toujours le même, sans vue ni variation ? Car la sécheresse, si j'en ai, est égale pour moi à l'état le plus satisfaisant. C'est là l'image double de l'amour pur qui conduit à l'extase avec le Verbe créateur, mais s'accomplit tout autant dans le pur anéantissement de soi. Mais Madame Guyon est presque une sainte. Par de fréquentes mortifications, elle a complètement annihilé sa propre volonté. Plus jeune, elle éprouvait à se mortifier des délices dont elle est enfin venue à bout. Marquant de la répulsion pour la nourriture, elle se forçait à avaler en cachette les crachats des malades. Elle profitait de soigner les pauvres pour lécher le pus de leurs emplâtres et ainsi faire violence à sa volonté. Elle ne se propose pas en exemple du coup. Au contraire, elle a écrit un moyen court et très facile de faire oraison que tous peuvent pratiquer très aisément. C'est un peu la mystique pour les nuls. On y apprend qu'il y a 3 degrés dans l'oraison, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu. Ramsay les retrouvera dans ses propres écrits sous les noms de prière ou méditation, mortification interne et enfin parfaite abnégation ou négation de soi. Sans doute les pratique-t-il à Blois entre 1714 et 1716, où il retrouve quelques amis écossais d'Aberdeen qui appartiennent toujours à ce réseau mystique. Madame Guyon les surnomme les trans, les Français étant les 6. Tout un langage métaphorique y accourt, et l'on cherche à retrouver son esprit d'enfance en hommage au petit maître, c'est-à-dire Jésus, aux côtés de notre Sainte Mère, aujourd'hui un peu âgée.
il y expérimente sans doute une première version miniature de la fraternité universelle. Le supplément à sa vie, dont on ne connaît pas l'auteur, rappelle, la vie de Madame Guyon, qu'elle ne rejetait point les protestants, n'exigeait point d'eux de changer de religion, mais d'entrer dans les voies intérieures. On sait qu'elle n'approuva pas le changement de religion de Ramsay. À partir de 1717, Ramsay s'occupe de publier les ouvrages de Fénelon, dont il entretient la mémoire, en les accompagnant de préfaces. Il rédige aussi une histoire de la vie de M. Fénelon. On y trouve 3 parties. Un récit quasi apologétique de sa défense de Mme Guyon, les entretiens qu'il a eus avec Ramsay le conduisant à se faire catholique, et un discours philosophique sur l'amour pur. Car cette vertu des intéressés a toujours été la doctrine favorite de ce prélat. Ramsay précisera que raconter la doctrine de l'amour pur, c'est faire le vif portrait de Fénelon. On a donc reproché à Ramsay de trop accommoder Fénelon à ses propres idées. Toujours est-il que la promotion de la doctrine du pur amour est un moyen pour Ramsay de diffuser ses propres œuvres, en France certes, mais surtout dans les milieux piétistes qui commencent à apparaître à l'étranger. En 1717, il agrémente le Télémaque de Fénelon d'une préface qui en oriente un peu la lecture. Puis, en 1727, il publie son récit allégorique des voyages de Cyrus, qu'il revendique explicitement de l'imitation de Fénelon, mais en même temps, il les accompagne d'un discours sur la mythologie, qui est proprement l'ébauche de sa grande œuvre à venir sur les principes philosophiques de la religion naturelle et révélée. Dans cet ordre d'idées, il a publié un essai philosophique sur le gouvernement civil où l'on traite de la nécessité de l'origine des droits, des bornes et des différentes formes de la souveraineté, selon les principes de feu M. François de Salignac de la Motte Fénelon, qui annonce que le seul mérite de l'auteur est d'avoir été nourri pendant plusieurs années des lumières et des sentiments de feu Messire François Salignac de la Motte de Fénelon, archevêque de Cambrai. Il a profité des instructions de cet illustre prélat pour écrire cet essai. Le mot « instruction » jette le trouble, au point qu'on a longtemps inclus ce livre dans les œuvres complètes de Fénelon. Or, le dessein de cet essai est de développer les principes philosophiques du gouvernement civil, déclare Ramsay dans sa préface. Voilà ce qui fait qu'on recherche les lois de la nature et les fondements du droit civil dans les idées de la perfection divine et de la faiblesse humaine. C'est l'une qui est la règle de la loi naturelle et c'est l'autre qui est la cause des lois civiles. C'est cette philosophie divine qui est l'unique fondement et immuable de tous les devoirs, qui nous fait regarder l'être suprême comme le père commun de la société humaine et tous les hommes comme les enfants, les frères et les membres d'une même famille. Il s'agit de chercher les conséquences de la loi naturelle sur les principes qui doivent régir la loi des hommes. Ce que la démarche revendique de Félonien, c'est que la loi naturelle n'est autre que le pur amour. Je ne parle point ici du motif de l'amour qui peut être le plaisir ou la sensation agréable que l'objet aimé excite en nous. Je ne parle que de la règle de l'amour qui doit être la perfection des objets. On retrouvera ces mêmes expressions, qui sont peut-être des réminiscences de conversations avec l'archevêque de Cambrai, dans l'ouvrage posthume de Ramsay, que l'on considère souvent comme l'expression la plus personnelle de sa propre pensée. Les influences que cite explicitement Ramsay, dans ce dernier ouvrage, les principes de la religion naturelle et révélée, ne sont plus Fénelon. Il s'inscrit dans le mouvement de la théologie comparative. James Garden, le frère du chef mystique d'Aberdeen qu'a fréquenté Ramsay, en avait tracé une esquisse dans un discours polémique prononcé en latin au King's College. Mais les plus connus sont l'orientaliste Athanasius Kircher, qui cherche à comprendre les hiéroglyphes en les comparant aux signes des Chinois, parce qu'il pense que ces premières écritures de l'humanité doivent avoir une origine commune. Et c'est Pierre Daniel Huet qui cherche à prouver, dans sa démonstration évangélique, que tous les grands personnages des diverses religions ou mythologies sont en fait de pures projections de Moïse, dont les différents peuples païens n'ont conservé qu'un souvenir estompé. Ce type de recherche comparatiste est bien évidemment à l'origine d'une nouvelle controverse religieuse en France, qui tournera cette fois-ci autour des jésuites. C'est la grande question du figurisme. Peut-on chercher dans les héros païens des figures ou des types qui correspondent à ceux de la religion révélée? Cela touche à une fraternité vraiment universelle, qui transcenderait l'espace et le temps même de la chrétienté. En cela, la réponse de Ramsay sera des plus originales. Mais une nouvelle rencontre va lui permettre d'affermir sa vision. Il s'agit du père jésuite Jean-François Fouquet, qui rentre de 22 ans de mission en Chine.
il est pris dans la querelle des rites chinois qui dure de 1701 à 1746, où les jésuites seront chassés de Chine, et Ramsay cherche à plaider sa cause quand il sera à Rome. La question est la suivante. Peut-on autoriser les rites chinois pour les nouveaux convertis au catholicisme ? Au départ, on considère que les hommages à Confucius ne sont guère plus que des actes civils. Mais Fouquet, qui rentre en France avec toute une série de rituels chinois, croit y décerner un rayon des mystères chrétiens et de la tradition des anciens patriarches, car l'origine de la civilisation chinoise remonte presque au déluge. Fouquet aurait dit à Ramsay « Je vais publier le temple de la plus ancienne sagesse, dans lequel je montrerai, primo, qu'Adam était informé de la doctrine de la Trinité et de celle de la future rédemption. Secondo, que cette connaissance fut transmise jusqu'à Moïse et ranimée par lui. Tertio, qu'elle fut conservée dans d'autres livres mystiques. Et quarto, que plusieurs de ces livres étaient encore conservés en Chine. » Au reste, il informe copieusement Ramsay des ouvrages sacrés chinois, dont son d'hier, c'est-à-dire son journal, il consigne. Avec Ramsay, une conversation sur le sujet qui lui parle de son projet de livre. Celui-ci lui écrit par ailleurs le 7 juin 1724 qu'il est d'avis que les livres canoniques chinois sont véritablement plus anciens que Moïse, qu'ils contiennent beaucoup plus de choses, lesquelles ne se peuvent bien entendre que dans notre religion, que les auteurs n'ont pu savoir ces choses que par la tradition ancienne qu'il faut reconnaître être venue d'Adam, par Seth, Enoch, Sem, etc., et qu'en ce sens, Enoch peut être reconnu pour auteur de ces livres. Le programme de Ramsay, dans les principes philosophiques de la religion naturelle et révélée, est cependant bien plus vaste. Il emprunte pour sa première partie la forme géométrique utilisée par Pierre-Daniel Huet dans sa démonstration évangélique, c'est-à-dire une forme de raisonnement déductif qui pose une proposition, en déduit des corollaires et résume le tout dans des scolies. Son objectif est de déterminer ainsi philosophiquement ce qu'est la religion naturelle. Et celle-ci n'a rien à voir avec ce que Hume appellera du même nom. Ce sont les idées de la religion que l'on peut déduire par la seule raison. Cela ressemble un peu au traité théologico-philosophique de Fénelon, que Ramsay a déjà publié, mais il y controverse plus explicitement avec tous les philosophes de son époque, particulièrement Malebranche et Spinoza. Au bout du compte, il en tire les principes universels de la religion naturelle, c'est-à-dire établis par le raisonnement philosophique et non par la seule révélation. Il s'agit d'abord des attributs de Dieu qui sont la force, la sagesse et la bonté infinie, la Trinité et l'amour pur. Il y a ensuite les états de la création qui sont l'exaltation, c'est-à-dire la perfection, la corruption ou la souffrance, et enfin le rétablissement. Dans la seconde partie de l'ouvrage, qui se veut proprement, je cite, « une histoire de l'esprit à travers les âges, en tout pays et en toute religion concernant les vérités les plus divines et les plus importantes », Ramsay cherche, en abandonnant la méthode géométrique, à montrer que ces principes se retrouvent dans toutes les civilisations, même celles qui semblent ignorer la révélation. Il les met en évidence dans les 6 peuples qu'il pense les mieux connus, les Hébreux, les Égyptiens, les Perses, les Chinois, les Indiens, et enfin les Grecs et les Latins. Aurait-il découvert ce principe universel mystiquement ? En partie, mais en partie seulement. Dans la gnose de Saint Clément d'Alexandrie, un ouvrage lié à la défense de l'amour pur, Fénelon faisait état d'une double doctrine, l'une commune, répandue dans le peuple et mêlée de toutes les superstitions, l'autre secrète et conservée par les sages, je cite. La gnose a été donnée de Dieu dès le commencement, sans écriture à ceux qui en avaient l'intelligence, c'est-à-dire aux patriarches et aux autres saints qui ont précédé la loi écrite. Ensuite, elle a été écrite d'une manière enveloppée et allégorique, en sorte qu'elle est plutôt dans l'explication de l'écriture que dans l'écriture même. Enfin, le Sauveur a donné à ses apôtres la tradition non écrite, c'est-à-dire une explication secrète et de vive voix du sens le plus profond des Écritures, où le mystère de la gnose se trouve renfermé. La gnose est dans l'Écriture, mais d'une manière profonde et mystérieuse, dont on a la clé qu'à mesure qu'on avance jusqu'à la charité pure et permanente, qui en est le comble. Eh bien, c'est de cette manière que tous les peuples peuvent avoir accès philosophiquement à la vérité divine qui aurait été donnée à tous les hommes avant même d'être révélée à Moïse. C'est là que Ramsay se détache de son premier modèle, Pierre-Daniel Huet. Il faut donc remonter plus loin, dit-il, que Moïse et la nation hébraïque pour expliquer la véritable origine des symboles et des principes religieux universels. En effet, Adam conversait au paradis avec le Logos sous la forme humaine. Et même, Dieu, après avoir banni Adam du paradis, lui révéla le sacrifice, les souffrances et les triomphes du Messie. Or, Adam est le père de toute l'humanité, de sorte que les sages de toutes les nations, époques et religions eurent quelques idées de ces théories sublimes, quoique plus ou moins dégradées,
altérée et assombrie. Et ces vestiges ou indications éparpillées des vérités les plus sacrées et exaltées furent à l'origine des rayons émanant des antiques traditions primitives, transmises de génération en génération depuis le commencement du monde, ou de moins depuis la chute de l'homme à toute l'humanité. Les patriarches transmettent ces notions jusqu'au déluge. Et selon une légende que les francs-maçons connaissent, il n'est nullement probable qu'un homme aussi sage que Noé, conversant avec le Logos et instruit par lui, se serait fié à la seule tradition orale pour préserver et transmettre ces divines lumières et sublimes mystères de la foi à sa postérité et à toutes les nations qui devraient couvrir la surface de la terre. Il prit soin sans nul doute de les faire écrire dans les caractères alors en usage, les hiéroglyphes. On sait qu'il les écrit sur 2 colonnes, etc. C'est le commencement de la tradition noachite. Toutes les nations instruites et religieuses ont dans leur tradition le nom d'un grand homme ou législateur qui fut le premier auteur de ces symboles ou hiéroglyphes sacrés, des lettres et des sciences, qui enseigna les lois originales, les mystères sacrés et les rites de la religion. Or, après étude approfondie et enquête sérieuse, on trouvera que selon les calculs astronomiques et chronologiques, tous ces hommes vécurent quelque temps avant le déluge universel, qui furent tous le même homme, et par conséquent quelques patriarches anti-déluviens. Certains croient que ce patriarche antédéluvien fut Enoch lui-même, d'autres pensent que ce fut Noé, le refondateur de l'humanité. Mais cette tradition est brouillée. D'abord, comme les hiéroglyphes n'ont pas de conjugaison, on prend les annonces du Messie pour des exploits passés de quelques héros mythiques. On entre dans une grande confusion des noms. Selon Ramsay, les païens n'étaient pas du tout polythéistes, mais polyonomistes. Ils adoraient la Trinité sous les noms de Jupiter, Mars et Minerve. De plus, la science des hiéroglyphes s'est perdue, et les Grecs, avec Homère, ont introduit toutes sortes de légendes. Pourtant, un point de convergence entre les chrétiens et les païens, anciens mais aussi modernes comme les Américains, que Ramsay connaît un peu par les mœurs des sauvages américains comparées aux mœurs des premiers temps du père jésuite Jean-François Lafitau. Ce point commun, c'est qu'en tout temps, certains hommes plus élevés ont su retrouver les vrais rayons de la vérité sacrée, et que nous ne devons cependant pas croire que seuls les païens furent coupables de ces dégradations, altérations et explications fausses des symboles sacrés et des anciennes traditions. Comme les hommes sont pratiquement les mêmes dans tous les pays, siècles et religions, et que la nature humaine est une source inépuisable d'ignorance, d'égoïsme et de cupidité, les membres de l'Église visible, à la fois chrétiens et juifs, tombèrent dans des abus et des erreurs d'interprétation bien plus grands, quoique différents que les païens. Ils ont traduit toutes les glorieuses promesses sur le règne du Messie par la pompe externe de la hiérarchie chrétienne, changé la vraie foi, salvatrice et surnaturelle, en croyance spéculative des divins mystères que les pauvres diables croient et craignent, rendu l'espoir surnaturel en concupiscence spirituelle, et le pur amour en idolâtrie raffinée de soi. Et enfin, ils ont substitué la pratique et l'observation des moyens externes judaïques à la vraie prière, à la mortification interne et à la parfaite abnégation, où on le retrouve le chemin tracé par Madame Guyon. C'est là d'ailleurs tout ce qu'il faut pratiquer pour être sauvé, la vraie prière, la mortification interne et la parfaite abnégation. On retrouve les éléments de la mystique du pur amour de Fénelon donc, et de Madame Guyon. De la sorte, tous les hommes pourront être sauvés par la grâce universelle accordée à tous les hommes, sans exception, même aux païens. Dans les dernières pages de l'ouvrage, Ramsay devient plus lyrique. Il se permet même de paraphraser saint Paul à la première personne et termine sur un passage de l'Apocalypse que le détour par la religion naturelle lui permet enfin de comprendre. À la fin des fins, tous les hommes seront sauvés, certains immédiatement parce qu'ils ont su pratiquer l'amour pur, d'autres après avoir subi le feu purificateur de l'enfer et avoir enfin été purifiés par leur souffrance, parce que Dieu ne peut forcer leur liberté. On voit donc que la démarcation n'est plus entre païens et chrétiens, mais entre ceux qui ont pratiqué les 3 moyens essentiels, internes et immédiats de la réunification des âmes déchues à leur grande origine, qui sont la prière, la mortification et l'abnégation, pour arriver à l'amour pur. Le salut est une réparation de la chute. Quand Ramsay, au début de son ouvrage, explique la chute des êtres du paradis, il emploie les mêmes mots qui décrivaient l'amour pur dans ses principes du gouvernement civil. Le principe de la volonté est double. C'est ce qui fait la liberté. L'amour peut être gouverné par la perception de la vérité, c'est l'amour pur de l'ordre divin, ou par la sensation de plaisir qui conduit à l'orgueil et à l'oubli de Dieu. C'est la séparation des dieux qui a créé le mal moral et provoqué la chute des êtres, à savoir les anges, puis
puis les hommes et même les bêtes. Tout l'enjeu de la vie humaine est de revenir à l'amour, de la perfection divine pour se réunir à lui en renonçant à soi. En cela, la philanthropie est un moyen d'avancer vers son salut parce qu'elle est une première école de l'amour pur. En effet, comme en se séparant de l'amour de l'ordre éternel, les âmes n'ont d'autre principe que l'égoïsme, la nature est ainsi réglée que nous ne pouvons subsister les uns sans les autres. Actuellement, les hommes s'unissent en société surtout à cause de la pauvreté, tandis que le principe d'union en notre état primitif était la charité divine. Le même amour qui nous unissait alors à notre origine toute puissante nous unissait à ces images vivantes, alors que maintenant l'état de nature corrompue s'apparente fort à l'état de guerre, et les liens de notre union sont nos besoins corporels. Selon ce bel ordre de la Providence, tous les hommes ont besoin les uns des autres, du roi au mendiant. Chaque individu qui vit en société est servi par un certain nombre d'hommes, sans autre dépense que ce qu'il gagne par son propre labeur. Dans ce besoin les uns des autres, dans la séparation des nations entre elles, Dieu donne à ceux qui comprennent bien la religion naturelle l'occasion d'aimer l'ordre divin librement, jusque dans sa dégradation nécessaire. Je cite Ramsay, « Exemple de passion humaine, de vengeance et de cruauté, toutes ces lois pénales sont des remèdes salutaires. Il est le médecin aussi bien que le père des esprits, et n'inflige donc pas de peine, mais des remèdes. » C'est pourquoi, selon les discours de Ramsay, le franc-maçon doit commencer par expérimenter la fraternité et la philanthropie. Celle-ci doit être universelle, car c'est le moyen de ne rien entendre en retour et d'aimer le Créateur à travers ses créatures. Voilà. Merci beaucoup. Could have been talking 5 more minutes, but yeah, well. We will do as in all the other sessions that we will take the 3 presentations together first, and then we will have a joint discussion at the end of the panel. Yeah, now the presentation should go on. Thank you so much. As I said, for those who have come later, my name is Andreas Önnerfors. I teach at the University of Gothenburg in Sweden. And my paper is titled Ramsay's Ideas on World Citizenship and Cosmopolitanism. And for me, it's very important to lift these 2 perspectives, because I think they are not always read into the discours. The discours is mostly read as an instance of the emergence of the chivalric imagination of Freemasonry, which is one aspect, but not the only, by far. Particularly, I would say, today, this discourse is more needed than ever. We live in times of borders restored, where thousands of people risk their lives for the prospects of a better life on the northern shores of the Mediterranean, driven by war, weak governments, and persecution. But we also live in an age of terror, where fundamentalists of all colors and creeds try to scare us to give up the ideas of free and open societies. And we live in times where xenophobic and nationalist ideas are resurging, and where we see a rise of authoritarian politics. And then sometimes, as an 18th century scholar, when I go back to a text like Ramsay, I feel that what he wrote more than 250 years ago is very radical somehow. And that gives me confidence. But it scares me also, because what has happened over the course of these 250 years, and how come that these ideas are not more present in our societies today? I'm sorry for this more political or philosophical reflection at the start of my presentation, but I really I feel comfortable when reading Ramsay in the world of today, and I recommend you to do so as well, as a remedy against all the fear and anger we can feel inside when we look at current political developments. Well, I will also, next slide please,
be publishing a book in a short time, Freemasonry, a very short introduction. I write about Ramsay's lecture in that book, and will read some of the passages that I wrote about it there. But now we can start the talk. First of all, when we talk about cosmopolitanism, we need some kind of working definition. And in the Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie, I published a piece about what is cosmopolitanism actually. So you can read the entire. You see, it's 3 pages long. I won't read it out. And if we want to have a very short working definition, it is all kinds of ideas that are promoting the concept of the citizenship of the world. And that can entail very many different aspects. It is also a term that we don't are forcing upon the people of the 18th century. It is a term that was very much present. This title page that I have on my slide here is from a French work from the 1700s and 50s. And it shows clearly that, I mean, the term was there and that it was discussed contemporary. Ramsay doesn't use the term, but his definitions in the discourse clearly point out that he must have had a cosmopolitan ethos in his mind when he was writing these lines and these parts of his discourse. And basically, I want to start off to quote a couple of those. I mean, they are well-known parts of the discourse, but I really want to point them out. He starts off his entire discourse by saying, "It may be observed that Solon, Lycurgus, Numa, and all the other political legislators have not been able to render the establishment durable, and that however sagacious might have been their laws, they had at no time the power to expand themselves over all countries and to all ages. Having little more in view than victories and conquests, military violence, and the elevation of one set of people over another, they were never universal, nor consonant to the taste or genius or interest of all nations. Philanthropy was not their basis. The love of country, badly understood and pushed into limits on which they should not verge, destroys often in warlike republics the love of general humanity." So already in the very first paragraph, the tone is set, and Ramsay attacks a quite interesting group of ancient philosophers that were revered, Solon, Lycurgus, and Numa, for being parochial, for being not interested to expand their teachings to a broader circle, and definitely not being universal. And that is quite amazing. One short note about the English text that I'm presenting here. It is quite interesting because there is a Masonic journal called the Freemasons Magazine that was published in London between 1793 and 98, which, as far as I know, and I really would like you to enlighten me if I'm wrong on this, is the first English translation of Ramsay's oration, or parts of it, to English. But then I was digging deeper, and then I found the first reference in an American journal called the American Museum from 1787, which is clearly a work that hails the American Revolution. So to the best of my knowledge, the 1787 text is the first English translation of the discourse to English, basically. Next slide, please. And then, of course, one of the most important passages
Men are not to be essentially distinguished by the difference of tongues which they speak, of clothes which they wear, of countries which they inhabit, nor of dignities with which they are ornamented. The whole world is no other than one great republic, of which each nation is a family and each individual is a child. I will explain to you in what sense this ties into cosmopolitan thought and cosmopolitan politics even, but first read out these very bold statements in Ramsay's oration. Next slide, please. Then when he's talking about the function of Freemasonry, he says, it was to revive and reanimate such maxims in the nature of humans, and we heard about the droit de l'homme, basically, or natural rights before, that Freemasonry was established. Quote, so the interest of the fraternity might become that of the whole human race, while all nations might increase all knowledge, and where every subject of every country might exert himself without jealousy, live without discord, and embrace mutually without forgetting or too scrupulously remembering the spot he was born. And here he introduces the individual clearly. Every subject of every country. It's not a group of people in a country, but every subject of every country. Next slide, please. And then he goes on in that passage that is about the Crusades and that Freemasonry has a link to the chivalric orders. He says something, he makes a very strange claim. He says, our ancestors, the Crusaders, gathered from all parts of Christendom in the Holy Land, wanted to unite thus in an only fraternity the subjects of all nations. Again, we have the term subjects of all nations, with the aim to form in the course of a time a spiritual nation without departing from the various duties which the difference between the states demands. A new people will be created, who, getting from several nations, will cement them in a way by the bonds of virtue and science. So the idea that it is possible to create a new human society that is based on other values, and for that purpose they have to leave their old country and go to a new one. So he doesn't say that explicitly, but of course that is what happens during the Crusades, the first attempt to create a Europe beyond the borders of Europe, which utterly fails, as we all know. But still, it's the first attempt to try to establish something new. Well, Ramsay reads something positive into it, but we know that the Crusades failed in establishing European statehood because they simply replicated Europe and territorial politics and intrigues on the other side, Outremer. But he claims that the Crusaders had the aim to create a new people. And since Freemasonry is inheriting this spirit, this can be projected upon Freemasonry in the time of Ramsay. Next slide, please. And finally, of course, the most fascinating, one could almost call it the Wikipedia vision, because it's not only encyclopedian, but, well, conveniently, because he's talking about an encyclopedia, I have called it the encyclopedian vision, where he says, all Grand Masters in Germany, England, and Italy throughout Europe exhort all scholars in the fraternity to unite together in order to supply the material towards a universal dictionary of all liberal arts and all useful sciences. There will be explained not only technical words and their etymologies, but moreover the history of particular sciences and arts, the general principle and manner of working. The lights of all nations will thus be united in a single work that will serve as a general store and universal library of what is beautiful and great in the natural sciences and all the noble arts. This work will increase in each century, along with the increase of the Enlightenment, and noble emulation will be spread together with a taste for belles lettres and fine arts throughout the whole of Europe. Next slide, please.
So, what do we make out of this? In the constitutions already, Freemasonry is placed into a clearly British tradition, and its general character is described as universal, as inclusive, and that is particularly, we can see that in the charges, so the second part of the constitutions. Not only, as you know, is Freemasonry linked to all major intellectual traditions of antiquity, it claims to be of the religion in which all men agree, can be embraced by everyone, regardless of nationality or confession, basically. But the discourse takes this position even further. As you can see, Ramsay states that political rulers are incapable of establishing lasting institutions for the benefit of humankind as a whole. Not even the revered legislators of antiquity were able to create durable institutions, no matter how intelligent their laws may have been. They were incapable of expanding over all countries and making a lasting impact throughout the ages. Taken in perspective, Ramsay says their laws were little more than military violence and the dominance of one people over another. And since they were not based on general philanthropy, they were never universal and did not conform to the taste, genius, and interest of all nations. Badly understood love of one's country destroys one's love for humanity in general. And based on history, political rulers with a view for the particular interests of the nation have not been able to exercise what we today would call good governance. A failed state is a state that engages in military aggression, the violent expansion of its territory, hegemony, and exaggerated patriotism. And in the view of Ramsay, to come back to his view upon cosmopolitan and the subject of every nation, there are only 3 levels of political relation in principle in the cosmopolitan vision as Ramsay paints it. We have the individual or the subject as a member of its national family. We have the family as a branch of the World Republic, and finally we have the World Republic itself. So it is on 3 levels that everybody is taking part in the World Republic. So the subject as a part of the family, the nation, and the nation takes part in the World Republic. It is not a vision of the world where the nations are the basic units, but it's the World Republic, and then we have the branches, and then we have the individual. And one could say that if we take it from there, it is clear that he constructs the idea that every individual also has a right in that World Republic. That is, of course, based on natural law, what we today would call human rights. Equipped with this cosmopolitan ethos, the interest of Freemasonry could be expanded to the entire human race. That is the potential of Freemasonry. All nations could increase their knowledge, creating a world without jealousy and discord, with individuals neither forgetting nor remembering too intensely the place where they were born. And that is also important because it goes against nativism. It says it is okay to remember the place where you were born, but not too much. Because if you do it, then you are, so to speak, bound too much by that place. You must have an openness. You cannot paint yourself in that corner of saying, I'm born on this spot, and therefore I claim that my reality is the true reality. And then, of course, the spiritual nation of the new people is interesting because it points at the idea that something what we today would call a world society is possible. So politics is imminently global in its scope because we have the World Republic, we have the idea that there is a spiritual nation that can be formed out of different individual nations. And the ultimate manifestation of that, interestingly, is not that he calls for instance, the establishment of a world government, because one could ask
like how did Ramsay actually think then about that this world republic should be governed, which he doesn't say anything about. But for him, the ultimate realization of that dream of the spiritual nation is the publication of the Universal Dictionary of all liberal arts and useful sciences, so that the lights of all nations will be united in a single work. And that to me points at the idea that the world republic is in principle a republic of shared knowledge, which we could call a cosmopolitanism of shared knowledge, or if we think about the development, the technical development, of course, that is the potential that shared knowledge can establish this kind of abstract spiritual nation on the World Republic level, which is, of course, a peaceful vision. It's not the vision of a world police or a world government that punishes individual states or things like that. So, summarizing then what I want to say about Ramsay's view on world citizenship, it can be interpreted as follows. The concord between human beings is rooted in the natural state of humanity. That is something we heard in the previous lecture as well. But when political leadership interfered in this state of nature by means of aggressive and coercive expansion, the true anonymity of humans was lost. And by embracing a morality that can be experienced by everybody, today's Freemasons, at his time, aim at a revival of the true state of nature and work with the same ambitions as their ancestors to create a new people engaging with universal solidarity in an imagined community of a world republic. The roots of this universal solidarity are not only found in a common spiritual and mythical past, which he, of course, also develops in his talk, as we know. I mean, he's talking about all these grandiose traditions that you were talking about in different world cultures and religions and so on. That is important for him. In parallel to Anderson, one could say that, but not. There's another twist to it in Ramsay. There are roots of a universal solidarity that goes back to this shared mythical past in different cultures, but also definitely something that points to the future and to the intellectual challenges of the future, which is then to collect, augment, and disseminate knowledge for the benefit of humankind as a whole. Talking about the publication of the English translation of Ramsay, as I mentioned, the first translation I find in this American journal of the 1780s, the American Museum, and then it was reprinted in London 1795 and 97 and 98 as well. And the headings are quite interesting because the first heading is in the American Museum is the influence of Freemasonry upon society. And in the Freemasons magazine, the heading is social influence of Freemasonry. And then, of course, what Ramsay says here is clearly in line with cosmopolitanism as it is discussed during the time. The Journal für Freimaurer in Vienna, yet another Masonic journal in the 1780s, already made calls for the adoption of, and then the word cosmopolitan is there in plain writing, for the adoption of cosmopolitan values as representing a moral duty for every Freemason. Ramsay stated that the legislators of the past had failed in their efforts since they had been unable to expand philanthropy to all humankind. That is this little sentence of philanthropy, I think, is extremely important because this perspective of Freemasonry has carried implications for the position of charity as one of the major elements of Masonic thought and its ethics of action ever since.
And then, as we know, the issue of philanthropy is divided between Freemasons. And what is this social influence of Freemasonry, or the influence of Freemasonry upon society? Should it be exercised outside the walls, in active interaction with the society in which Freemasonry is embedded? Or should it rather be a moral duty that every individual Freemason takes to his or her heart and then practices outside the walls, but not through the support of the organization? And as you know, one could say that is, I would say, one of the, going to the history of ideas, one of the big issues in the divide in the Masonic world is, how is philanthropy actually exercised? Well, for the Freemasons in the 1780s and 90s, Ramsay and his cosmopolitan vision is a manifestation of what kind of influence Freemasonry could have upon society. With other words, one could go and argue that there is the strong idea that a world society could be created, or this new spiritual nation, or the world republic. Yes, and on all levels, definitely Freemasonry, as described in Ramsay's oration, represents a cosmopolitan ethos, which makes it interesting to look at Ramsay's talk today. I did deliberately not talk about the revival of cosmopolitan thought in 21st century philosophy, but for those of you who are familiar with that, this is a quite interesting parallel, actually, because there's a new philosophical current that is interested in can we formulate a cosmopolitan ethos, and what can we derive from such a cosmopolitan ethos when we look at issues that are pressing in our own time, like those I started my presentation with. Thank you very much. Right, and having said that, we will go on a travel and talk about Les Voyages de Cyrus du Chevalier de Ramsay, entre romans spirituels et contes philosophiques. Samuel McCain. Merci. Alors d'abord, je présente d'avance mes excuses à nos traducteurs parce qu'il y a des moments où je risque peut-être d'aller plus vite, donc qu'ils veuillent bien m'en excuser. Et finalement, nous restons tout à fait dans le contexte non seulement de ce qui a été dit ce matin sur Ramsay, mais sur ce qui vient d'être dit. D'abord dans le contexte du cosmopolitisme, en effet, puisque je vais vous parler des voyages de Cyrus. Et nous allons voir également que l'entourage spirituel dont il a été question, les querelles qu'a traversé Ramsay, sont aussi des étapes à connaître pour avoir une dimension de lecture supplémentaire de ce roman. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et pour présenter rapidement, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin, le contexte dans lequel se trouve Ramsay à ce moment-là, il n'est vraisemblablement pas franc-maçon quand il rédige et publie en 1727 Les Voyages de Cyrus. Le roman est écrit en français, on le sait par sa correspondance, mais il a connu immédiatement un projet d'édition anglaise et il va régulièrement être publié jusqu'à la fin du siècle à peu près, sachant qu'il connaît aussi une réécriture en 1730 dans laquelle on va ajouter de l'action parce que, comme on le verra dans quelques instants, c'est un roman plutôt discursif. Bref, au moment où il écrit ça, Ramsay est encore très proche des milieux jacobites qu'il fréquente, bien que son espoir en le retour du roi se soit amenuisé, qu'il fréquente en France, mais également dans le comtat venessin. Il est aussi, comme l'écrivait Auguste Viat, le converti de Fénelon, qui a entrepris la publication des œuvres de son maître et qui est un défenseur de la doctrine du pur amour. Donc il est dans une double situation, qui est celle d'opposant politique d'une part, et membre d'un courant mystique qui se trouve en délicatesse avec l'Église, ce qui favorise très souvent une lecture politique et biographique de cet unique roman. Nous n'entendons pas d'ailleurs ici contester cette interprétation qui est parfaitement légitime et pertinente, mais en fait, je voudrais avant tout examiner aussi le message spirituel que la forme du roman d'apprentissage, puisque comme on va le voir, Les Voyages de Cyrus, c'est un roman d'apprentissage, et donc je vais voir le message spirituel que cette forme permet de transmettre, en tout cas dans ce cas précis. Et je voulais évidemment aussi envisager comment les thèses développées
dans ce récit, ont pu avoir une influence sur l'écriture du discours de 1736. Je me placerai essentiellement dans un cadre d'histoire littéraire, d'histoire des idées. Alors pour tout cela, nous situerons brièvement les voyages de Cyrus dans leur contexte littéraire, puis nous examinerons les enjeux spirituels de l'ouvrage avant enfin d'examiner les éléments du roman qu'on peut retrouver dans le fameux discours. Alors évidemment, la durée de cette communication ne me permettra pas d'examiner en détail tous les enjeux théoriques, métaphysiques du roman, et je me propose tout simplement, une première approche d'une piste qui resterait potentiellement à explorer. Alors quand on prend la littérature critique en histoire littéraire qui existe autour des voyages de Cyrus, beaucoup ont considéré qu'il s'agissait d'une simple imitation des aventures de Télémaque, le roman de Fénelon. Alors il est vrai que les deux ouvrages, que ce soit celui de Fénelon ou celui de Ramsay, exploitent une ellipse historique pour y mettre en scène l'éducation d'un prince qui est appelé un jour à régner. Ainsi, le critique Robert Grandroot, dans sa thèse intitulée « Le roman pédagogique de Fénelon à Rousseau », écrit, je cite, que « le Cyrus, à l'imitation du Télémaque, est bien une œuvre pédagogique. Le Télémaque est le roman d'éducation du fils d'Ulysse, de même, le Cyrus est le récit d'éducation du fils de Cambyse. » Alors, derrière cette équivalence, qui en effet est légitime, on peut voir que, comme chez Fénelon, le jeune prince voyage dans les contrées voisines, traverse les mers et à chaque étape vit de nouvelles péripéties qui aboutissent à un enseignement moral. Pourtant, on peut également relever quelques différences qui sont des différences notables. Le Télémaque se déroule dans un laps de temps limité puisque le fils d'Ulysse, parti à la recherche de son père, revient en même temps que lui à Ithaque, alors que dans le Cyrus, l'action débute alors que le prince est encore un enfant. Elle s'achève alors que le héros est devenu roi et a libéré les Hébreux. Entre la situation initiale et le dénouement, Cyrus a eu le temps de se marier et est même devenu veuf. Donc vous voyez, la structure du roman, à cet égard, est très différente. Donc, de plus, les pérégrinations de Cyrus ne se font pas d'une traite. Chez Fénelon, les aventures de Télémaque arrivent d'un coup, comme ça elles se succèdent les unes les autres, entre le départ et le retour à Ithaque. Ici, non, il y a des allées et des retours entre chaque voyage. En fait, ces pérégrinations sont progressives, parfois espacées, comme je le disais, l'une de l'autre, mais elles constituent en fait l'histoire d'une vie. Par ailleurs, le prince Cyrus, qui est intéressant dans le cadre de l'histoire littéraire du XVIIe et XVIIIe siècle, est un personnage romanesque récurrent dont la première apparition, le premier grand succès, c'est indéniablement le Grand Cyrus, roman précieux de Mademoiselle de Scudéry. Et Robert Grandroot relevait d'ailleurs que chez bon nombre de romanciers de l'époque, on remarque, je cite, la même présence de Cyrus qui semble ainsi significative de la réflexion pédagogique du premier tiers du siècle, c'est-à-dire du XVIIIe siècle. Alors indéniablement, le récit écrit par Ramsay a un but formateur, mais s'il contient des clés politiques, il semble moins directement construit pour apprendre l'art de gouverner à un jeune prince. D'autres thèmes y sont en jeu. Alors, d'un point de vue formel, le roman d'apprentissage et le conte didactique sont liés par principe à l'initiation. Il convient avant tout de comprendre le sens précis de ce dernier terme, comme le suggère Simone Vierne. Il ne s'agit pas uniquement de la notion de commencement, qui est suggérée par l'étymologie latine. Il faut, en fait, dans le cas qui nous occupe, retenir plutôt l'idée de perfectionnement contenue dans le mot grec télété. Ainsi, chaque chapitre représente une étape physique et symbolique franchie par le protagoniste, lequel il reçoit un enseignement nouveau venant s'agréger au précédent. De ce fait, le héros éclaire d'un jour nouveau les épisodes précédents et peut comprendre l'unité du parcours franchi. Comme l'écrit Magali Fourniot, je cite, « La transmission se fait dès leur initiation, au cours de laquelle le disciple est amené à s'améliorer soi-même. » À cet égard, Ramsay reste fidèle à Fénelon. Au-delà du simple exercice pédagogique, du docere et placere, c'est-à-dire de l'instruire et plaire au cœur de toute cette littérature, il s'agit surtout de préparer le lecteur à l'approfondissement de sa vie spirituelle. Alors, résumant la propédeutique fénelonienne, Emmanuel Bury écrit « Il s'agira moins pour le précepteur de remplir le réceptacle que de le rendre capable, au sens fort du terme, c'est-à-dire lui donner la capacité de recevoir la lumière divine. »
C'est précisément le sens des voyages de Cyrus, qui constituent moins une collecte de savoir ou une promenade chez les historiens de l'Antiquité qu'un véritable travail sur soi. Si le jeune monarque rencontre nombre de législateurs fictifs ou réels, tels le Spartiate Chilon ou le grec Solon, les enseignements fondamentaux viennent indéniablement des prêtres ou des hommes pieux. Car la quête du prince paraît incomplète si elle ne s'appuie pas sur l'élucidation des mystères métaphysiques. Ainsi, l'idée principale qui va servir de fil conducteur aux protagonistes, c'est l'idée de l'unité originelle des religions. En effet, tous les cultes suggèrent l'idée d'une prisca sapientia, c'est-à-dire d'une religion naturelle et originelle qui s'est malheureusement perdue. Ce postulat est très bien résumé par Robert Grandroot qui dit, je cite, « Par-delà les broderies de la fiction, le tissu est le même. L'homme a connu un âge heureux où il était en relation avec les esprits et les dieux. Il connaît aujourd'hui un état de déchéance et de dégradation, mais il se rétablira un jour par l'action d'un Dieu médiateur. » Et dans le roman, d'ailleurs, les prêtres d'Égypte qui s'adressent à Cyrus font le même constat amer de cette situation, puisqu'ils disent « Les hommes du siècle de Mercure se souvenaient encore de leur premier état sous le règne d'Osiris et avaient plusieurs connaissances traditionnelles que nous avons perdues. Les arts d'imitation, la poésie, la musique, la peinture, tout ce qui est du ressort de l'imagination ne sont que des jeux d'esprit en comparaison des hautes sciences connues des premiers hommes. Nous avons perdu, dirent les prêtres à Cyrus, ces connaissances sublimes. Il ne nous en reste que quelques vestiges sur nos anciens obélisques qui sont les monuments de notre théologie, de nos mystères et de nos traditions sur la divinité et la nature, et nullement les annales de notre histoire civile, comme s'imaginent les ignorants. » Ainsi, chaque escale, chaque traversée d'une nation étrangère a pour but de retrouver ce que certains appelleront plus tard, dans un contexte un peu différent il est vrai, la tradition primordiale. Partant, l'avancée des voyages doit donc permettre un approfondissement des cultes et des croyances locales, non pour s'appesantir sur les différences qui ne sont que superficielles, mais pour accomplir un retour dans le passé afin de saisir précisément cette vérité première. Ce but est d'ailleurs clairement exprimé par l'auteur dans son discours sur la mythologie, un petit discours qui suit immédiatement les voyages de Cyrus. Et Ramsay y écrit cette phrase « Plus nous approcherons de la première origine des nations, plus nous trouverons leur théologie épurée. » C'est pourquoi, paradoxalement, les chapitres les plus métaphysiques du roman sont aussi les plus discursifs. En effet, les longs récits de Zoroastre, de Pythagore, d'Aménophis ou de Daniel sont des outils indispensables pour retourner à la source originelle. Alors, Ramsay insiste régulièrement tout au long du roman sur cette unité fondatrice. Que ce soit dans le discours sur la mythologie, dont le développement argumentatif en fait suit exactement l'intrigue du roman et en éclaire historiquement et philosophiquement les thèses, et où il écrit que chez les anciens, je cite, « la tradition s'unissait à la raison et cette tradition avait répandu dans toutes les nations certaines opinions communes sur les trois états du monde », ou que ce soit encore dans le roman par le truchement de divers personnages, comme le Zoroastre, puisque Zoroastre à un moment dit « nos idées sont les mêmes quoique nos expressions soient différentes ». Alors Cyrus constate justement ceci à plusieurs reprises. Face à Pythagore, il déclare « Je me plais à voir dans tous les pays les traces de ces grandes vérités ». Ou encore dans le chapitre final du récit, s'adressant au prophète Daniel, il dit « Je vois de plus que votre théologie est parfaitement conforme à la doctrine des Perses, des Égyptiens et des Grecs sur les trois états du monde. » Par conséquent, le fait initiatique progresse à travers le panthéon de ce qui est le corpus ésotérique de l'âge classique. Cyrus rencontre d'abord Zoroastre, qui lui permet d'entreprendre son long pèlerinage vers la vérité première, puis Aménophis, qui est, comme disait Gilles Deleuze, un personnage conceptuel chargé d'incarner une tradition supposément hermétique de l'ancienne Égypte. Viennent ensuite Pythagore, Éléazar, qui est un kabbaliste, et enfin le prophète Daniel. Alors, à l'évidence, on comprend que l'ordre des rencontres est hiérarchisé. Elle permet une clarification dynamique des principes théologiques dont l'aboutissement évident, l'aboutissement naturel est le christianisme. Toutefois, je voudrais m'attarder sur deux épisodes qui tiennent une place particulièrement importante dans le roman. C'est d'abord la découverte de la religion égyptienne et les enseignements du prophète Daniel.
Alors, le premier épisode est rédigé alors que les travaux d'Athanasius Kircher constituent encore la somme de référence pour comprendre l'Antiquité pharaonique. On va même avoir, dans les années qui suivent, une mode du roman égyptien, puisqu'en 1731, c'est l'abbé Terrasson qui va publier le fameux roman Sétos. Et si Ramsay utilise le Oedipus Aegyptiacus de Kircher, il conteste toutefois les conclusions de son auteur, si bien que ses sources de prédilection viennent avant tout de Plutarque, et particulièrement son traité sur Isis et Osiris, mais également de Jamblique. Ce passage du roman est l'occasion de bâtir une sorte de récit démiurgique et métaphysique, une forme d'utopie religieuse où se trouve en fait illustrée la perfection initiale du monde. Le récit, qui prend place au 3e livre, est en fait l'histoire d'Hermès Trismégiste. Alors il est né, je cite, Siphoas, ou Hermès second du nom. Il est orphelin, il est recueilli par une chèvre alors qu'il n'est qu'un nourrisson, et par son art de l'observation, il quitte l'animalité pour devenir pleinement humain. Il va développer sa raison, il va acquérir par l'observation des connaissances cosmologiques et comprend finalement que l'univers est animé par un premier moteur qu'il désire connaître sans jamais parvenir à le trouver. Mais, je cite, « Dans ces agitations, la raison impuissante gardait le silence et ne pouvait rien répondre. Le cœur, par là, se tourna vers le premier principe et lui dit, par ce langage muet que les dieux entendent mieux que les paroles, « Vie de tous les êtres, montrez-vous à moi, faites-moi savoir qui vous êtes et ce que je suis. Venez me secourir dans l'état solitaire et malheureux où je me trouve. » Le grand Osiris aime les cœurs purs, il écoute toujours leurs désirs, il ordonna au premier Hermès, ou Mercure, de prendre une figure humaine et de l'aller instruire. Alors, nous pouvons bien entendu relever quelques influences de la théologie du pur amour dans cette insistance récurrente de la pureté du cœur qui rend disponible à la parole divine. Et après ce passage, suit donc la révélation de Mercure qui va rendre compte des débuts de l'humanité. Alors, j'en lis le début. L'état primitif de l'homme était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Au dehors, toutes les parties de l'univers étaient dans une harmonie constante. Au dedans, tout était soumis à l'ordre immuable de la raison. Chacun portait sa loi dans son cœur et toutes les nations de la terre n'étaient qu'une république de sages. Les hommes vivaient alors sans discorde, sans ambition, sans faste, dans une paix, dans une égalité parfaite. Tous les goûts conduisaient à l'amour de la vertu et tous les talents conspiraient à la connaissance du vrai, les beautés de la nature et les perfections de son auteur, faisaient les spectacles, les jeux et les études des premiers hommes. De fait, si Ramsay conserve grossièrement les principes de la table d'émeraude, il christianise discrètement les propos en les agrémentant de ses convictions religieuses, ainsi qu'en témoignent certains propos de Mercure, par exemple quand il dit « L'imagination réglée ne présentait alors que des idées justes et pures, les passions soumises à la raison ne troublaient point le cœur, et l'amour du plaisir était toujours conforme à l'amour de l'ordre. Le dieu Osiris, la déesse Isis et leur fils Horus venaient souvent converser avec les hommes et leur apprenaient tous les mystères de la sagesse. » Alors une fois de plus, les motifs du cœur et de l'amour sont présents, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vision particulière du panthéon égyptien qui est réduit à 3 divinités, qui sont en fait 3 formes du même Dieu. Il y a une référence trinitaire évidente qui rappelle la polynomie dont a parlé Émeric tout à l'heure. Le reste du récit, de Mercure à Hermès, narre la chute de l'humanité après que le serpent Typhon et les siens ont percé l'œuf du monde et ont ainsi provoqué la corruption de l'humanité. Dès lors, Hermès Trismégiste, devenu roi d'Égypte, devient le restaurateur de la religion initiale, mais décide par précaution d'en cacher les plus profonds mystères sous la forme de hiéroglyphes afin que ceux qui en sont indignes ne puissent pas les comprendre pleinement. Ça, j'attire votre attention sur ce fait-là parce qu'il va ensuite s'expliquer un peu plus loin. Il a une raison précise. Alors l'autre épisode fondamental du roman est celui qui occupe les dernières pages du livre, c'est-à-dire la rencontre entre Cyrus, déjà roi, et le prophète Daniel. Il s'agit à la fois d'une synthèse et d'une simplification des systèmes théologiques et mythologiques exposés dans chacun des voyages du prince. Le premier but est d'affirmer une fois pour toutes que la vérité première subsiste dans toutes les pratiques pieuses, même si le vocabulaire et les images qu'elles utilisent peuvent paraître a priori inconciliables. Ensuite, les propos du prophète permettent au monarque de comprendre que seule la révélation biblique est la moins corrompue. Elle est la seule à laquelle on puisse se référer pour comprendre les mystères métaphysiques de l'univers.
Et enfin, Daniel annonce le destin glorieux de Cyrus. Il lui dit, je cite, « C'est vous, ô Cyrus, qui êtes destiné par le Tout-Puissant pour être son libérateur. Jérusalem sera rebâtie et la gloire de ce nouveau temple, qui doit être un jour honoré de la présence du Messie, surpassera de beaucoup la magnificence du premier. » Et dans un discours final qui n'est pas sans rappeler celui que Mentor, qui se transforme en Athéna, adresse à Télémaque à la fin du roman de Fénelon, Daniel prophétise dans un style tout de même quiétiste: « Ô Cyrus, la religion n'est pas un système d'opinion philosophique, ni une histoire merveilleuse d'événements surnaturels, mais une science de sentiments que Dieu ne révèle qu'aux âmes pures. Il faut qu'une puissance supérieure à l'homme descende en vous, s'en empare et vous enlève à vous-même. Alors vous sentirez par le cœur ce que vous ne faites qu'entrevoir à présent par les faibles lumières de l'esprit. Ce temps n'est pas encore venu, mais il viendra un jour, en attendant ce moment heureux, qu'il vous suffise de savoir que le Dieu d'Israël vous aime, qu'il marchera devant vous et qu'il accomplira pour vous toutes ses volontés. Hâtez-vous de justifier ces oracles et retournez promptement en Perse où votre présence est nécessaire. » Alors le récit en fait s'achève en conformité avec le livre d'Esdras, livre de l'Ancien Testament, dans lequel on nous raconte la libération des Hébreux par Cyrus et qui les envoie reconstruire le temple à Jérusalem. Alors, je ferai une petite incise pour dire que, bien qu'à ce moment-là, Ramsès ne soit sans doute pas encore reçu en franc-maçonnerie, il faut signaler que le thème du temple de Salomon est déjà présent et des divulgations de 1717, par exemple, en parle. Je renverrai là, pour plus de précision, à l'étude d'Alex Horn sur le temple de Salomon dans la tradition maçonnique. Alors, donc, à la fin de ce récit, je le disais, je le répète, les Hébreux sont libérés et envoyés à Jérusalem pour reconstruire le temple. On peut rapprocher, cela dit, ces deux passages, le passage où se trouve racontée la vie d'Hermès Trismégiste et le passage où Daniel discute avec Cyrus, puisque Hermès Trismégiste a été longtemps identifié à Moïse par une certaine tradition hermétiste. Et d'ailleurs, ce que soutient encore le figuriste Pierre-Daniel Huet, dont on a parlé tout à l'heure, Moïse, c'est aussi un libérateur du peuple hébreu. Et d'ailleurs, le couple Daniel-Cyrus fait peut-être écho à cette dualité Hermès-Moïse, puisque c'est Cyrus qui libère une fois de plus les Hébreux. Ainsi, l'épisode hermétique annonce le dénouement du roman. Zoroastre, lui, s'était simplement contenté de prévoir les triomphes politiques et militaires du roi. Daniel, lui, annonce avant tout un rôle métaphysique, pour ne pas dire une prédestination, et dès lors, la fin des pérégrinations de Cyrus correspond en fait à la fin de l'exil des Hébreux et permet à l'initiation du prince, si j'ose dire, de se réaliser. Néanmoins, cette initiation, cette révélation, disons, ne serait pas complète si elle ne transmettait pas un principe fondamental dans la théologie de Ramsay, et c'est ce qu'on pourrait appeler l'antilittéralisme. En effet, en matière d'exégèse, vouloir s'en tenir à la lettre constitue une erreur fatale, et l'antilittéralisme découle en fait de l'idée de l'unité primordiale des religions. Être littéraliste, c'est en fait le symptôme de la perte du sens premier, c'est le signe de la dégradation du savoir authentique. En somme, il s'agit de la plus évidente manifestation d'ignorance. Cependant, elle comporte aussi un danger supplémentaire. Elle fait quitter la piété et chuter dans l'hérésie. Ainsi en fut-il, selon Aménophis, des Égyptiens, une fois gouvernés par les rois pasteurs venus d'Arabie. Il dit à Cyrus, je cite, « C'est alors que l'idolâtrie entra dans l'Égypte, la sculpture, la peinture et la poésie obscurcirent toutes les idées pures et les transformèrent en images sensibles. Le vulgaire s'y arrêta sans pénétrer le sens caché de ces allégories. » Alors l'idolâtrie en question est le signe d'une condition humaine dégradée par la fin de l'âge d'or. Or, l'homme pervers ne peut approfondir les mystères sans risquer de les souiller. C'est pourquoi les allégories se révèlent nécessaires, qui assurent à la fois une fonction protectrice, ce que je disais tout à l'heure avec Hermès qui met tout sous forme de hiéroglyphes, la fonction protectrice, mais aussi une fonction didactique. Cela explique, par exemple, le fonctionnement justement de cet hermétisme. Et l'idée qui revient plusieurs fois, Trismégiste, nous dit-il, cachait les mystères de la religion sous des hiéroglyphes et des allégories et ne laissait voir au commun des hommes que la beauté de sa morale. C'est ainsi qu'en ont usé les sages de tous les temps et les législateurs de tous les pays. Ils savaient, ces hommes divins, que les esprits corrompus ne pouvaient goûter les vérités célestes tant que le cœur ne serait pas purgé des passions, etc., etc. Alors voilà le défaut dans lequel tombe en fait le parangon de l'incrédulité, c'est-à-dire Anaximandre.
on vous dit, c'est le reproche principal qu'on lui fait, il divinisait les fables poétiques, il s'attachait au sens littéral des allégories, il adoptait pour principe toutes les opinions vulgaires afin de dégrader la religion et de la rendre monstrueuse. Plus loin, c'est l'Hébreu Éléazar qui déclare « Ceux qui s'arrêtent à la lettre en sont blessés et trouvent dans nos livres des expressions qui paraissent trop humaniser la divinité, mais le vrai sage en pénètre le sens profond et y découvre les mystères de la plus haute sagesse. » Il faut donc comprendre que les textes sacrés n'exigent pas une foi aveugle. Ils ne peuvent délivrer le message que s'ils sont sentis par le cœur, seule disposition pour recevoir pleinement la parole de Dieu. Le roman, en fait, met au point une propédeutique du pur amour en préparant le lecteur à la juste disposition d'esprit et d'âme pour une juste pratique de la foi. Enfin, Robert Grandroot se demandait si les voyages de Cyrus, je cite, ne contiennent pas des éléments caractéristiques de la franc-maçonnerie. Alors, s'il incline en faveur de cette hypothèse, c'est en la réduisant au simple tolérantisme philosophique. Alors, si cette idée est indubitablement juste, elle est peut-être aussi insuffisante, car si les voyages de Cyrus peuvent bel et bien constituer une clé pour comprendre le discours de 1736, c'est aussi par l'utilisation d'un même réseau de thèmes et de références. Et nous nous appuierons en effet sur le manuscrit d'Épernay, puisqu'il semble à peu près établi aujourd'hui qu'il est bien de la main de Ramsay. Alors, tout d'abord, les voyages de Cyrus, tout du moins dans leur première édition, enfin dans leurs 2 premières éditions plutôt, sont essentiellement dominés par des épisodes discursifs, à tel point que le roman semble alors une suite de témoignages biographiques et spirituels. Le jeune prince est en position d'auditeur, recevant des informations qu'il devra colliger et relier les unes aux autres afin d'avancer vers la vraie foi. Le maçon auditeur en puissance du discours se trouve en somme dans la même position que le protagoniste du roman. Suivant les diverses étapes de l'histoire de la franc-maçonnerie, il traverse, à l'instar de Cyrus, l'espace géographique et le temps mythique plutôt qu'historique qui se déploie tout au long du discours. Et en effet, ce discours nous présente des personnages qui sont déjà présents dans le roman, comme Lycurgue, Solon ou Cyrus lui-même, d'ailleurs considéré comme un des premiers grands maîtres, écrit Ramsay. Il s'agit donc du même substrat mythologique qui permet de constituer une espèce de généalogie morale de l'ordre, mais aussi une galerie des modèles à suivre. Si bien que les croisés cités par Ramsay dans le tableau historique qu'il brosse semblent faire écho à Cyrus lui-même. Ce sont des soldats, mais des soldats en pèlerinage vers le haut lieu de la vraie religion, et ils ont partie liée également avec le temple de Jérusalem. Certains passages aussi semblent faire nettement écho au roman, comme le moment où il évoque l'homme même qui n'est qu'une bête féroce et dont le naturel, je cite, est adouci par les maximes douces, pacifiques et philanthropiques qui règnent dans notre société. Ce n'est pas sans évoquer au 6e livre des Voyages de Cyrus l'histoire de Nabuchodonosor, qui est conforme à la Bible. Il est devenu fou, il se prend pour une bête et il revient à l'humanité grâce au prophète Daniel. Du reste, la deuxième partie du discours s'achève par une sorte de résumé de la Bible proche de celui que prononce précisément Daniel dans le dernier chapitre du roman. Mais une idée plus importante encore revient de façon catégorique dans le discours, c'est l'opposition au littéralisme. Les propos tenus par l'orateur sont similaires à ceux d'Aménophis. Que dit Ramsay dans ce discours ? Il dit « Nous avons aussi le mystère. Ce sont des signes figuratifs de notre science, des hiéroglyphes très anciens et des paroles tirées de notre art qui composent un langage tantôt muet et tantôt éloquent pour se communiquer à la plus grande distance et pour reconnaître nos confrères de quelque langue ou de quelque pays qu'ils soient. On ne découvre que le sens littéral à ceux qu'on reçoit d'abord. Ce n'est qu'aux adeptes qu'on dévoile le sens sublime et symbolique de nos mystères. C'est ainsi que les Orientaux, les Égyptiens, les Grecs et les sages de toutes les nations cachaient leurs dogmes sous des figures, des symboles et des hiéroglyphes. La lettre de nos lois, de nos rites et de nos secrets ne présente souvent à l'esprit les vérités les plus sublimes. » On retrouve également l'idée d'une origine commune des religions, mais aussi de la supériorité du monothéisme judéo-chrétien quand il dit « chaque famille, chaque république et chaque empire dont l'origine est perdue dans une antiquité obscure a sa fable et sa vérité, sa légende et son histoire, sa fiction et sa réalité. » La différence qu'il y a entre nos traditions et celles de toutes les autres sociétés humaines est que les nôtres sont fondées sur les annales du plus ancien peuple de l'univers, du seul qui existe aujourd'hui sous le même nom qu'autrefois, sans se confondre avec les autres nations, quoique dispersées partout, et du seul, enfin, qui ait conservé ces livres antiques, tandis que ceux de presque tous les autres peuples sont perdus. Certains ont pu adresser au discours le même reproche qu'aux constitutions de James Anderson, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait là que d'une légende dorée, d'une histoire sainte, qui trahirait l'histoire véritable. On a entendu, on a lu ça parfois.
En fait, je crois que ce serait mal comprendre, si ce n'est même trahir le message de Ramsay. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire. Les références historiques, mais aussi les anachronismes, les invraisemblances ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Il faut essayer au contraire de comprendre précisément le sens de leur association, les relations qu'ils entretiennent entre eux. Et c'est en cela que les voyages de Cyrus, bourrés d'anachronismes et d'incohérences, certes, peuvent être utiles à l'historien comme au lecteur érudit. Le roman peut préparer en fait le lecteur à recevoir et à comprendre le discours. Dans les deux cas, l'auteur développe une éthique similaire et il tente de rendre l'homme enfin disponible pour recevoir clairement la parole divine. Comme le remarque Maria-Luisa Baldi, la plupart des thèmes abordés dans le dernier travail publié du vivant de l'auteur avaient déjà été annoncés dans les écrits précédents. Peut-être, en fin de compte, que ce discours constitue la synthèse la plus parfaite de ce que le roman avait développé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. We now have plenty of time for discussion. Do we have a microphone here for interventions? No? Someone who can pick up a microphone? Okay, and then, yes, we have the microphones. Please, who wants to ask questions, comment? Moi, je vais lancer le débat. Okay, Ce qui me frappe dans toutes vos interventions, c'est qu'on lit le discours de Ramsay. Alors, le discours de Ramsay, c'est un peu le texte fondateur intellectuellement de la maçonnerie française. C'est un peu le programme intellectuel, parce qu'il faut le rappeler, Anderson, comme on l'a dit ce matin, était complètement inconnu, et d'ailleurs c'est un texte d'une autre nature, alors que le discours de Ramsay va être beaucoup diffusé par Ramsay lui-même, et puis on le retrouve cité dans des correspondances, donc c'est un texte qui va avoir beaucoup d'influence dès les années 1740-1750, et puis tout au long du XVIIIe siècle. Et ce qui apparaît dans votre communication, c'est que c'est un texte qu'il faut décoder, c'est-à-dire que Ramsay se situe dans tout un contexte intellectuel. Il évoque dans ce discours des notions dont il ne faut pas se satisfaire du sens général, mais des notions qui s'expliquent par tout son passé de théologien ou de philosophe religieux. Et donc, moi, c'est ça qui me frappe, c'est que c'est vraiment un texte à remettre dans son contexte, et un texte qui est un peu comme le centre du sablier entre toute la pensée religieuse, théologique et politique du début du XVIIIe siècle, et puis qui fait passer ça dans la franc-maçonnerie. Alors, il n'est pas certain que tous les contemporains aient été conscients de tous ces enjeux, mais donc c'est un texte qu'il faut vraiment lire dans toute son épaisseur. Yes. Did you want to comment? Reply? Il faut dire que j'ai raison, c'est tout. Pierre Mollier a raison, il a toujours raison d'ailleurs. Oui, on a tendance aussi un peu à oublier que le XVIIIe siècle est une période beaucoup moins simple que l'idée un peu que l'histoire littéraire scolaire nous a donnée. On se contente de dire c'est le siècle des Lumières. Oui, c'est le siècle des Lumières, mais c'est aussi le siècle de l'illuminisme. Donc il y a forcément des milieux qui sont à la croisée de ces différentes tendances. Et Ramsay, je pense, en fait partie. On a vu dans les voyages, pas de ceux de Cyrus, mais ceux de Ramsay, qui sont quand même aussi considérables. Ce matin, on a vu le nombre de personnalités différentes qu'il avait pu rencontrer. Donc il y a une somme d'expériences personnelles placées sans doute dans un contexte un peu très, très particulier que celui du XVIIIe siècle. Surtout en France, où, comme on le dit, le XVIIIe siècle commence en 1715. I think you're absolutely right, Pierre. And the thing is that Ramsay challenges our conceptions of Freemasonry and its philosophy. He's and because at the one hand he's this very Catholic person, but he's also very much into the Prisca Theologia, or the esoteric science of the Enlightenment, and at the same time he's advocating a form of radical cosmopolitanism as a vision for the future, and particularly this kind of knowledge
cosmopolitanism, or the idea of the shared knowledge for the future, and the encyclopedianism. And that makes him so curious, or that makes Freemasonry so curious, because Freemasonry turns into a cauldron where all these different ideas of the Enlightenment were thrown in, all different kind of sides, and where they amalgamated. They were, and Freemasonry is by definition eclectic in its character, and that you can see in a person like Ramsay, and that you can see if you contextualize the discours, and if you made these kind of broad readings like we heard by your presentations today or other presentations today. And that is important. And also I want to make a statement by saying like that we need to study the history of the ideas in Freemasonry more. We are very good at studying events or the development of rites, for instance, and so on. And that is all very good in its own function. But if we engage in this kind of deeper investigations, then we also get a better understanding of what it actually was all about, so to speak. And that is, I think, important to have in mind, to be able to explain why Freemasonry, as for instance promoted by Ramsay's ideas, makes it so popular with the 18th century elites, because it's like a puzzle. You can dock it in different, in different interests from different sides, and unexpected links between those different areas or islands that or doors that are opened up in different directions, and that is very, very much needed, so that we are broadening our approach. So yeah, absolutely, and that is what it still makes it so fascinating to engage with Ramsay, I think. Moi aussi, je voudrais dire que Pierre a tout à fait raison. Et particulièrement, les communications qu'on a faites n'étaient peut-être pas dans l'ordre le plus efficace pour se rendre compte de quelque chose de frappant dans la pensée de Ramsay, c'est qu'elle évolue. C'est-à-dire qu'on voit dans la pensée de Ramsay, si on veut faire une histoire des idées, une évolution qu'il met lui-même en scène, une évolution de sa propre pensée. Et donc, dans la présentation que vient de vous faire Samuel des voyages de Ramsay, et dans le résumé que j'ai essayé de vous faire des principes de la philosophie, il y a un point de la religion naturelle, excusez-moi, il y a un point très net, par exemple, où Ramsay explique l'évolution de sa pensée de l'un à l'autre. Alors, on ne vous les a pas présentés dans le bon sens, donc vous ne l'avez peut-être pas vu. C'est que, comme l'a dit Samuel, les voyages de Cyrus racontent la préparation, dans cette Prisca Theologia, cette Prisca Sapientia, la préparation à la révélation chrétienne et à l'arrivée du Messie. Et donc, quand on lit ces voyages, on va petit à petit, on prépare l'esprit à recevoir le message du Christ. Et on voit que dans l'histoire, c'est comme si les choses avaient été préparées. On peut lire ce texte comme une sorte de propédeutique. Ce n'est pas de la même manière que Ramsay verra les choses, cette Prisca Theologia, après sa rencontre avec le père Jean-François Fouquet. Et quand il raconte à l'intérieur des principes de la philosophie de la religion révélée, il se cite lui-même et il dit « L'auteur des voyages de Cyrus n'est pas allé assez loin, je ne veux pas lui jeter la pierre, mais je veux entamer une avancée supérieure, à faire un pas de plus, et moi-même je sais que je n'irai pas assez loin. » Et il termine en disant « J'espère, je me suis sans doute trompé, mais je me serai trompé de bon cœur, et je veux que d'autres viennent après moi pour aller encore plus loin. » Et ce n'est peut-être pas forcément dans les voyages, quand il dit l'auteur des voyages, ce n'est pas des voyages qui parle, c'est du discours qui est à côté, le discours sur la mythologie. Et dans le discours de la mythologie, il explique sa méthode et il explique qu'on peut lire la mythologie ancienne comme une préparation à la révélation chrétienne, une propédeutique. Et il y a une phrase où il dit évidemment, je n'irai pas jusqu'à dire que Isis, Osiris et leur fils Horus sont un type de la Trinité de notre Dieu. Ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Eh bien, dans les principes de la religion révélée, il le dit. Il le dit et il l'explique que oui, c'est un type, et parce qu'il a eu la clé pour lui, chez Fouquet, c'est-à-dire que cette révélation a été faite à Noé, qu'elles ont été écrites sur les hiéroglyphes, qu'on a perdu le sens des hiéroglyphes. On retrouve les scoliastes, ceux qui font des interprétations littérales, mais c'est plus tout à fait pareil. La chose a été révélée à Adam, à Noé, puis ensuite elle a été oubliée, et ce n'est plus une propédeutique, une préparation à une révélation, c'est une recompréhension de la révélation, et pour lui, ça va finalement plus loin. Et là, il se pose des tas de questions. Je vous conseille de lire les principes de la religion révélée. Il se pose des questions très intéressantes, genre pourquoi, par exemple, le Saint-Esprit est toujours représenté chez les païens par une femme, Minerve chez les Romains, Isis chez... il se pose la question, il donne une réponse que je n'ai pas très bien comprise, mais en tout cas, il essaye. Et, voilà. Et donc, c'est une pensée, je voulais dire, qui est en action, qui est en construction permanente, et il donne la conscience que les idées, et dans l'individu, et dans la société, sont des idées en évolution. Et en ce sens, c'est là qu'on retrouve un peu quelque chose qu'a voulu dire j'ai oublié, Andreas. Oui. I'm wondering what role, if any, does quietism play in the thought of Ramsay? Quietisme. Oui. Quietism. Oui. You want me to explain the part of the quietism in Ramsay's life? Mm-hmm. Ok. Tout dépend de ce qu'on appelle quiétisme. Et Fénelon et Madame Guyon refuseront l'appellation de quiétisme pour leur théorie de l'amour pur. Le quiétisme, c'est le mouvement de Molinos en Espagne, qui a été condamné par l'Église et qu'on va reprocher à Madame Guyon de faire revivre dans sa théorie de l'amour pur. Le quiétisme s'appelle quiétisme parce que c'est une dimension passive de l'accueil de Dieu. On s'abandonne complètement et c'est Dieu qui parle en soi. Alors, évidemment, il y a des points communs très très nets entre l'amour pur de Madame Guyon et le quiétisme de Molinos. Il y a d'ailleurs, et on le lui reprochera, elle raconte Madame Guyon dans sa vie, celle qui a été éditée par Poiret, dans sa vie, qu'on le lui a rapproché parce que son directeur de conscience, c'était Jacques Berthaud, et que Jacques Berthaud était plus ou moins lié au quiétisme, et que du coup, effectivement, sa pensée de l'amour pur, sa définition de l'amour pur est particulièrement connectée avec le quiétisme. Néanmoins, Fénelon dira toujours, c'est un des points de la défense de Madame Guyon, que ce n'est pas du quiétisme. Après, il y a effectivement un lien entre le quiétisme de Molinos, l'amour pur de Fénelon et de Madame Guyon, et plus tard le piétisme, puisqu'il y a tout un réseau européen qui fait ça. Ensuite, la manière dont, si c'est le sens de votre question, la manière dont Ramsay pratique l'amour pur ou le quiétisme dans sa vie personnelle, à part les 4 ans qu'il a passés chez Madame Guyon, où il essaye de retrouver l'esprit d'enfance, où il écrit en bas de certains courriers des choses et qu'il a une pratique spirituelle où il prétend en tout cas que seront sauvés ceux qui pratiqueront la mortification, la prière régulière. Donc il doit le pratiquer, mais j'en ai pas de traces particulières, je n'ai pas trouvé d'écrit de lui, même dans ses lettres, racontant qu'il le faisait, quelle était son activité spirituelle concrète. Voilà. Okay. More questions up there, gentlemen? La maçonnerie, pour moi, ça a toujours été aussi de passer de la pierre brute à la pierre taillée, qui peut s'introduire dans notre construction. Et c'est aussi la qualité du cœur, aller vers de justes... Oui, pardon, oui. Aller vers de justes relations humaines et ouvrir son cœur pour le faire. Si on en reste qu'à l'interprétation historique, on risque de se perdre dans l'intellectualisme, et à quelque part c'est ce que Ramsay, je veux dire, essaye de nous conduire, peut-être justement en parlant de pureté et revenant vers une compréhension du cœur, et pour pouvoir aimer et devenir quelque part un juste interprète de l'amour du divin.
Voilà, pour moi, la maçonnerie, c'était toujours ça. C'est toujours été cette question-là, à travers effectivement la connaissance et l'étude presque ésotérique. J'en reviendrai par rapport à la Trinité. Si on prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou la Mère, le Père fécondant la Mère, donnant naissance au Fils, le Fils qui est la conscience. On a aussi le phénomène féminin du Saint-Esprit, qui est la terre-mère, la matière non fécondée et qui est fécondée par la vie et la mort, Shiva. Donc voilà, c'est le phénomène féminin, pardon. J'ai une petite réponse. D'abord, une citation de Ramsay que j'avais enlevée au début des principes philosophiques de la religion révélée. Il déclare au passage du chapitre 1 au chapitre 2 « Je veux maintenant montrer en quoi consiste la vraie religion pratique. Ce sont les grandes finalités et portées de cet essai, et sans tout cela, le reste ne sera que spéculation sèche et stérile. Toute philosophie qui s'arrête à la compréhension sans atteindre le cœur n'est au mieux qu'une romance ingénieuse. » Donc je pense que c'est ce que vous avez voulu dire au départ. Pour le principe féminin, Ramsay n'est pas encore de votre avis à la fin de son œuvre. Il explique que le masculin et le féminin dans les hiéroglyphes n'étaient pas très bien marqués, de même que les temps présents et futurs ne sont pas très bien marqués, et que donc c'est une interprétation physiologique, si vous voulez, de cette trinité, le papa, la maman et le petit enfant, et que ça n'est pas tout à fait la vérité spirituelle. Voilà. Par ailleurs, la vision de la création chez Ramsay est quelque chose que je n'ai pas développé, mais qui est très important dans l'ouvrage final. Il récupère des thèses d'origine comme la préexistence des âmes, et puis ensuite la réintégration des âmes à la fin, et donc ça se termine par une tentative de retrouver Origène, et la différence des sexes n'est pas tout à fait présente à ce moment-là. Merci. Oui, enfin, il y a un aboutissement sans doute culturel, comme on disait de la philosophie, qui a un but. Enfin, l'histoire et la philosophie ont un but presque théosophique en fin de compte, puisque ça amène à être imprégné par la parole de Dieu. Mais enfin, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on lit d'abord le discours sur la mythologie de Ramsay, et quand on lit déjà les voyages de Cyrus, à chaque milieu de paragraphe ou à chaque fin de paragraphe, on a entre crochets toutes les références des historiens antiques dans lesquels il est allé chercher l'anecdote. Donc ça suppose déjà une culture absolument monumentale. Et d'autre part, ce sont souvent des hommes dans ce milieu-là, des hommes ou des femmes, enfin des hommes particulièrement si on pense au milieu maçonnique, qui sont des hommes de culture classique, qui ont fait des études dans des établissements religieux, qui ont une connaissance à minima du latin, qui ont été nourris donc des poètes classiques et aussi des théologiens, parce qu'à l'époque on fait ces versions à partir des textes de théologie quand on apprend le latin. Donc même si leur finalité, à l'évidence, n'est pas de faire une espèce de spéculation sèche, pour reprendre l'expression de Ramsay, il y a quand même un terrain à l'origine qu'on ne doit pas oublier, qui est celui que ce sont des hommes vraiment forgés par ce qu'on appelait les humanités. Hein, voilà. Oui. D'accord. Moi, j'aime bien les petites querelles d'histoire des idées. Et si en franc-maçonnerie, il y a la querelle des anciens et des modernes, elle existe aussi en littérature entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Et Ramsay est très clairement dans un camp, il est dans le camp des anciens, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'on ne pourra pas, en matière de littérature, dépasser ce qu'ont fait les latins, enfin, ce qu'a fait l'Antiquité. Il est dans ce camp où on trouve La Fontaine, où on trouve Pierre-Daniel Huet aussi, qui est précepteur, enfin sous-précepteur du Dauphin avec Bossuet. Et ça se voit. Donc c'est des gens qui travaillent beaucoup les humanités, qui veulent rivaliser un peu avec les antiques et les anciens. C'est une vraie querelle littéraire en France, dans laquelle on peut resituer et Fénelon et Ramsay. Et ça se voit parce qu'on leur fait énormément d'attaques, on les critique énormément. Les modernes,
les traite de plagiaires. Donc dès que Ramsay, dès que publie quelque chose, on l'accuse d'avoir plagié quelqu'un, et si possible d'avoir plagié un moderne, ce serait idéal pour critiquer un ancien. Et donc particulièrement, quand il publie Les Voyages de Cyrus, on l'accuse d'avoir plagié Fénelon, mais bon, c'est son disciple, donc ça va assez vite. On l'accuse d'avoir plagié Bossuet, puisque le texte fondateur, la vulgate sur la connaissance de l'Égypte à l'époque, c'est le discours pour l'institution de dauphin de Bossuet, qui est un texte où il résume tout ce qu'on sait. Il n'est pas du tout d'accord avec Athanasius Kircher, tout ce qu'on sait de l'Égypte pour le transmettre au dauphin. Et donc on accuse Ramsay d'avoir plagié l'ennemi de son maître, c'est-à-dire Bossuet. Et Ramsay répond oui. Mais c'était bien normal, puisque Bossuet a trouvé toutes ses sources dans Plutarque, Jamblique et dans Hérodote, qu'il connaît lui-même. Voilà. Si je peux ajouter une dernière chose, ce qui est assez amusant, c'est que dans cette querelle des anciens et des modernes, même dans l'histoire littéraire du XVIIe et du XVIIIe siècle, le genre littéraire le plus méprisable, c'est le roman. Ce qui est amusant, c'est que c'est précisément le genre qu'utilise Fénelon et qu'utilise avant lui, après lui, Ramsay. Et donc on utilise un genre qui est un genre, comme disent certains, un genre pour bonne femme. Je ne dis pas ça de façon misogyne, c'est vraiment un genre qui est considéré de cette façon-là. Et là, on peut toujours, comme l'ont fait certains à l'époque dans le camp des anciens, dire oui, j'écris un roman, mais enfin c'est une forme moderne d'épopée qui était au contraire le genre supérieur dans la hiérarchie. Et donc on essaie de sentir un peu comme ça, mais enfin le roman est un genre qui va être poursuivi, pas par n'importe quel milieu, par des milieux religieux. Ce qu'on oublie, c'est que dans les années 1730, le roman a failli être interdit en France. Le chancelier d'Aguesseau, qui était en fait le Premier ministre, qui était un janséniste, donc quelqu'un avec une foi assez rigoriste, bien entendu, avait pour projet d'interdire les romans. Il y a en 7 ans 20 romans qui ont été publiés sur le territoire français, où compte-gouttes et vraiment avec beaucoup de précautions. Voilà, c'est tout. Oui. Merci. I just want to add my thoughts on that issue, and that is that, maybe Ramsay represents some form of Masonic intellectualism, but it is, as I said, it is both, because it is both the connecting back to the ancients and getting energy, so to speak, from the inner works of Freemasonry for Freemasons. Is a discours for Freemasons, for a newly initiated brother. But at the same time, Ramsay is very clear with what is the goal. It is not only to refine yourself, but Freemasonry as an organization is taking part in something else that extends the individual perspective, that transgresses it, that brings Freemasonry or the ideas behind Freemasonry out to the world. And that is in the oration as well. And that I find is quite remarkable. I find that quite remarkable, because it is about not only yourself working on transforming the rough stone to this smooth ashlar, but it is about what is the consequence of all of this. And here I think that Ramsay also gives a clear idea. I mean, he and in one sense, one could say he forecasts the idea that Freemasonry as an organization actually does something outside the walls of the lodge, extramuros. Maybe that's provocative, but I think he clearly says that, and it's not only about the individual experience, but also about the responsibility for the society around. And the way to achieve that, as I see it, is through this vision of sharing knowledge. Knowledge can be intellectual knowledge, but it can also be experience, as in this encyclopedic vision of cosmopolitanism. There's a question over there. Here in the darkness first, and then in the light. Okay. From darkness to light. Please, sorry, couldn't see you. Merci. Et d'abord, bravo pour les interventions. Je les ai trouvées vraiment très intéressantes. Je pense qu'on a déjà répondu plus ou moins à la question que vous voulez poser, mais finalement, que peut nous apprendre sur Ramsay les attaques extrêmement dures
qu'un abbé Prévost a porté sur les écrits de Ramsay. Et Prévost est quelqu'un de très pessimiste sur son environnement. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique à ce que vous avez dit qui pourrait ressortir de ces attaques de l'abbé Prévost sur Ramsay? I cannot respond to that. Somebody? J'ai envie de vous dire un changement de mode. Enfin, je m'explique. Le roman, comme je l'avais un peu dit, au début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire pendant la Régence, dépend encore de l'idée qu'on en a au XVIIe. C'est-à-dire que c'est un genre tout à fait dégradé, je l'ai dit, ou bien on peut l'envisager comme une forme de mini-épopée ou de fable en prose, si vous préférez. Quand Prévost écrit, le roman a changé de forme. C'est-à-dire qu'il est déjà... Prévost fait partie de ces auteurs qui vont sortir le roman de sa très mauvaise réputation, qui vont cesser d'en faire un genre secondaire et qui vont le prendre au sérieux, et qui vont le travailler, qui vont travailler l'intrigue, qui vont travailler la langue, et qui vont surtout, et ça c'est une grande tendance du XVIIIe siècle, qui vont faire entrer le réalisme, c'est-à-dire qu'ils vont faire entrer la présence de la quotidienneté du monde, de la société qui les entoure dans le roman. Donc l'histoire d'un pseudo-prince qui se balade dans la Méditerranée pour aller rencontrer des sages qui ne se sont jamais croisés, qui n'ont même pas vécu à la même époque, ça paraît complètement désuet. Et pourtant, malgré tout, les voyages de Cyrus continuent à être édités, vendus et lus. Donc je crois que Prévost, là, il parle en fait en artiste, en écrivain, parce qu'il s'est saisi d'un objet littéraire, d'un genre littéraire qui va complètement changer et qui a besoin aussi d'être un peu polémique pour gagner en autonomie. C'est-à-dire que qu'on soit chez les anciens ou chez les modernes, personne n'aime le roman. Mais finalement, là, on va arriver à une période où le roman est déjà quasiment le roman moderne chez Prévost, et où le roman gagne complètement ses lettres de noblesse, enfin pas encore ses lettres de noblesse, c'est au 19e ça, mais arrive à faire comprendre qu'il est un genre autonome, digne de l'être, aussi digne que la tragédie, que l'épopée, etc. Et je crois que Prévost manifeste là-dedans l'idée que non, le roman à la Ramsay c'est terminé, que le roman c'est autre chose, qu'on va vraiment le développer. Et donc, comme je disais, le réalisme, particulièrement, parce que le réalisme en littérature entre par le biais du roman. Ça, c'est évident. Il y a aussi une autre chose dans l'abbé Prévost, si on se rappelle la préface de Manon Lescaut, la revalorisation du roman qui passe par Prévost, qu'il explique dans la préface de Manon Lescaut, c'est une revalorisation par l'individu, par l'individuel et par la psychologie. Or, chez Ramsay, il n'y a pas de psychologie, il n'y a rien d'individuel, tout est globalement collectif, c'est l'œuvre d'une collectivité, d'une humanité, et ce qui fait que c'est pas tout à fait un roman, mais ou que c'est un roman à l'ancienne mode. Et chez Prévost, on aura cette revalorisation de l'individu. Et alors, si vous vous rappelez un peu l'histoire de Manon Lescaut, il y a un moment, une discussion, dont ça se passe dans la prison de Saint-Lazare, entre le chevalier des Grieux et son ami Tiberge, parce que Tiberge devait devenir prêtre, et puis tout à coup, il tombe amoureux de Manon Lescaut, qui l'entraîne dans la plus pure dépravation possible, et à chaque fois que Tiberge, son copain, vient le sortir de là où il s'est enferré, il retombe encore plus loin dans l'amour à cause de l'amour physique, et il oublie tout à fait l'amour spirituel. C'est exactement le thème de Ramsay. C'est ce que raconte Ramsay. Mais comme dit Samuel, c'est un changement de mode radical, parce que à la fin, ce discours de Saint-Lazare, il y a un passage extraordinaire où l'ami revient au dernier moment après juste avant qu'il soit déporté en Guyane parce qu'il a fait un peu n'importe quoi, et essaye de sauver son copain, et commence à lui dire mais pourquoi tu fais ça, et l'autre est de très mauvaise foi, il ment, c'est un des premiers cas de mensonge du héros dans la littérature, il ment dans cette discussion, il donne des justifications morales à son action qui tiennent pas du tout, et puis au bout d'un moment il finit par dire qu'il est janséniste, enfin qu'il croit que de toute façon il s'en fout parce que la grâce efficace va le sauver et qu'il peut donc bien faire n'importe quoi, et ça soulage énormément son ami Tiberge qui lui dit en fait tu n'étais que janséniste. Et donc ça c'est acceptable, mais en vérité
il y a une ruse dans le roman. Le roman devient rusé à ce moment-là. Il y a une ruse de l'abbé Prévost, parce que Thibert dit qu'il est janséniste. Mais c'est pas du tout certain que des Grieux soient jansénistes, en fait. Et donc ça reste dans une espèce d'indétermination. Et le sens est totalement incomplet. Il n'y a pas de complétude de sens. On est dans l'approche petit à petit de quelque chose d'individuel et de totalement non universel. Et donc c'est vraiment deux systèmes de pensée complètement différents. Et on voit bien que l'abbé Prévost est forcément opposé à la pensée même ontologique de Ramsay. Je rappelle, juste pour finir, que Ramsay croit à la préexistence des âmes, et pour lui, la chute a été collective, et le salut ne peut être que collectif. La restitution des âmes dans leur premier état, c'est-à-dire le retour au paradis, à l'Apocalypse, aura lieu quand toutes les âmes préexistantes seront passées pour se purifier et pourront être jugées parce qu'elles seront tous arrivées sur Terre. Et donc tout n'est que collectif et il n'y a pas d'individu. Le moi n'existe presque pas dans cette théorie-là, dans cette vision-là du roman, de la pensée. Et c'est totalement l'inverse de ce qui commence à apparaître chez Prévost et chez celui qui va revaloriser le roman au XVIIIe siècle, c'est-à-dire Stevenson. Si je peux rajouter une petite chose sur la question du roman, c'est qu'en effet, D'Aguesseau avait raison, le roman n'est pas vertueux. Le roman n'est pas vertueux parce qu'il ne met pas en scène des héros purs qui traversent une quête. En revanche, ce qui est intéressant, l'aboutissement d'ailleurs de ce fait, c'est quand même le roman épistolaire, et puis c'est un roman épistolaire comme Les Liaisons dangereuses, où en fait on a sans aucun commentaire tous les points de vue du libertin, de la victime, etc., qui nous sont sous les yeux, et puis c'est au lecteur de faire son choix, s'il peut le faire. Stendhal disait que le génie de Laclos et des Liaisons dangereuses, c'était qu'on ne savait pas si on devait être libertin ou si on devait condamner le libertinage, et c'est assez vrai. Et puis le roman, c'est aussi le XVIIIe siècle de l'expérimentation. Si vous pensez à Sterne, si vous pensez à Jacques le Fataliste, enfin voilà, c'est bien loin, c'est 50 ans après, mais même pas, c'est 30 ans après, mais très très loin de ce qu'avait fait Ramsay. Merci beaucoup. And the last intervention will go to the lady in the light, please. Thank you for your very stimulating papers. I was wondering if you would be willing to share your thoughts on the condition of Ramsay being a foreigner, on his writings, and in particular on Les Voyages de Cyrus. You mean that if his condition of living in exile and traveling himself might have influenced him in his approach? Yes, or affected the way he talked about this idea of the Trinity. Okay, yeah. So how do you understand the question? How this affected him in his writing, or if it affected him, his condition of being in exile and traveling? You want to speculate about it? J'ai lu quelqu'un qui en a parlé, mais je ne me rappelle plus ni qui c'est, ni ce qu'il en a dit. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle de ce qu'on appelle la République des lettres, qui était, à certains égards, beaucoup plus riche en échanges, et beaucoup plus tolérante, et beaucoup plus nomade que ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Donc je crois que il y avait peut-être cette problématique était abordée d'une façon plus différente et sans doute beaucoup moins dans des rapports d'hostilité ou d'opposition, mais au contraire dans une dynamique d'échange qui existait à l'époque et qui a été très féconde pour la France jusqu'à la Révolution française. I think it might be provocative, but Ramsay predates or forecasts sort of the arguments put forward by Hannah Arendt, I think, on world citizenship. For me, looking at his ideas about cosmopolitanism and putting them in the context of political philosophy and the political history of ideas, I must say, if I then compare it with what Hannah Arendt says about exile and world citizenship, there are similarities and differences, but people who have written about Hannah Arendt say that she has been influenced by her own life story and by her experiences and her situation or condition, so to speak,
Yeah, it would make sense to make comparisons between that the state of exile brings you to think about what are the roots, what is reasonable, actually. Where's my place of home? Am I English? Am I French? Am I a Jacobite? Am I Catholic, British, Freemason? What am I? And that brings him ultimately to speculate about it and to write a vision that actually is a vision that you then can say goes again in Immanuel Kant and his ideas about cosmopolitan law and cosmopolitan rights, and even maybe in the entire discussion around the French Revolution, if there is anything that we can call universal human rights that you can have and why you can have access to them. And I think that it's an interesting thought to think more about, actually. So thank you very much for the input. There's a last question, please. Oui, yeah. Je voulais me permettre de répondre justement plus précisément à la dernière question. À la cour de Saint-Germain et à la cour de Rome, il y avait principalement deux personnes qui n'étaient pas des exilés. C'était Ramsay et son futur beau-père, David Néhan. Ce sont donc des personnes qui étaient des rares à avoir leur propre liberté, car ils ne dépendaient pas des finances de la cour de Rome et de Jacques III. C'était des personnes qui étaient déjà, par leur activité, pensionnées, donc qui étaient autonomes financièrement. Et ça leur donnait la plus entière liberté. Et je pense que c'est une raison importante. Je profite d'avoir le micro pour rappeler que dans la question précédente, il y a aussi entre Ramsay et son adversaire un problème avec les jésuites. Et il faut bien regarder ce problème des jésuites, sachant que Ramsay se faisait éditer par les journaux des jésuites, principalement. Somebody who wants to reply to that, or we take that as a comment? C'est tout à fait juste. Les recensions dans le journal de Trévoux de Ramsay sont toujours très positives. Et toute la deuxième partie, Fouquet est jésuite, et toute la partie figuriste vient des jésuites. Et évidemment, ça peut pas plaire de l'autre côté. Une dernière question, Andreas. Moi, j'ai été très intéressé par la traduction anglaise, pas avant 1784, 1797. Est-ce qu'on connaît des traductions allemandes du discours de Ramsay, et à quelle époque? Non. Mais c'est une question très intéressante. When do we actually find the first translation? It's really interesting. There might be one, but in the time of digital technology, it might be possible to find things. And again, as I said before, please, everybody can help. If we have some spare hours and you have a boring day, then Google for some key phrases in Ramsay. And one key phrase is Solon, Lycurgus, and Numa, because there are not so many talks that treat these three together, for instance, or the Horatius quotation is a good candidate in combination with that. So everything that helps us to enlighten the fate of the oration in different translations more, please, there's still lots of things to do. And I would like to thank, on behalf of the entire panel, also the organizers of the conference, that we were able to talk. And thank you for your attention. Thank you. I will give my little propaganda leaflets to you.